Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le journal Éducation pour démarrer. La loi 4 continue d'alimenter les débats. En conférence de presse hier, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche estime qu'il est impossible de retirer cette loi, mais peut-être la revoir. Oui, Marie-Touniane d'ajouter que la volonté du gouvernement est d'arriver à un consensus. Depuis des mois, le gouvernement et le syndicat autonome de l'enseignement supérieur se sont engagés dans des négociations qui font suite à des mouvements de grève répétés de la part des enseignants. Le premier point, c'est la loi relative aux universités, plus communément appelée loi cadre. Alors, le protocole d'accord entre le gouvernement et le SAES. C'est un protocole que le SAES avait signé en 2011. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche revient ici sur l'importance de la loi cadre et précisément sur le conseil d'administration qui pose actuellement problème. Elle apporte d'abord plus de transparence, plus de bonne gouvernance. Le conseil d'administration ne s'occupe pas de questions académiques. C'est le conseil académique qui s'occupe de questions académiques. Toujours est-il qu'il n'est pas prévu de retirer la loi, mais il y a possibilité de l'améliorer, précise le ministre. Une loi va aussi avec différentes circulaires et c'est dans ce cadre-là qu'un projet de circulaire interprétative a été envoyé au recteur et ce projet aussi sera soumis au SAES. Le ministre du Travail, Mansour Sy, pour sa part, invite le SAES vendredi prochain à une plénière pour finaliser une bonne fois pour toutes les questions relatives à la loi cadre et aux problèmes de l'enseignement supérieur. Le grand cadre entame son plan d'action avec de nouvelles stratégies, telles la rétention des notes, le boycott des conseillers de classe et des cellules pédagogiques avec une ronde marche. Un plan d'action qui démarre donc ce matin à partir de 9h avec un débrayage. Une crise scolaire qui, selon la coalition des centrales syndicats, peut être résolue. Zahra Abdoulaye Diaye. Des syndicats d'enseignants a décidé de frapper fort cette semaine. C'est pour cela le grand cadre a décidé de poursuivre son plan d'action avec la rétention des notes du premier semestre, le boycott des conseils de classe et des cellules pédagogiques, mais également une marche, d'abord un débrayage à 9h le mercredi 4 mars, suivi d'une marche de 11h à 13h à Dakar et dans les capitales régionales. Le non-respect des accords est le principal problème qui a suscité tous ces mouvements. Ainsi, Cheikh Diop, secrétaire général de la coalition des centrales syndicales, préconise le dialogue afin de trouver une solution définitive à cette crise. Je dois rappeler que nous avons le devoir de nous impliquer pour trouver des solutions à la crise de l'éducation. Nous avons eu à le faire en 2008 et des solutions étaient sorties. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes déterminés à accompagner nos camarades enseignants, mais aussi à accompagner les autorités à trouver des solutions aux problèmes de l'éducation. En ce contexte, il n'y a pas de place à des accords non respectés. Mais pour le moment, les plans d'action des syndicats d'enseignants continuent et paralysent tout le système éducatif de l'enseignement. Cheikh Diop, secrétaire général de la coordination des centrales syndicales du Sénégal, pense que tout ceci pouvait être évité si toutefois le gouvernement avait respecté les accords signés avec les syndicats. Cheikh Diop lui prône le dialogue pour une année scolaire apaisée. Nous pensons que des solutions sont possibles, mais déjà, nous constatons que sur toutes les autres questions, c'est des questions de gouvernance, c'est des questions de gestion des carrières des enseignants, c'est des gestions des personnels de l'éducation dans leur mouvement. Alors, des retards administratifs. Donc, je crois que ces questions-là, normalement, ne devraient pas poser de problème. Sur la question des divergences, c'est-à-dire les régimes indemnitaires et salariales. Nous pensons qu'il faut qu'on essaie de trouver des solutions définitives à cette question parce que c'est des...
Hier encore, on se souvenait de l'incendie à la Médina emportant la vie de 9 enfants talibés. Une mort tragique qui avait ému plus de dons pour la commémoration des 2 ans. Le réseau des journalistes et animateurs pour la protection de l'enfant REJAP a organisé une marche pour dénoncer entre autres la maltraitance des enfants et dire plus jamais. Le 3 mars 2013 n'est pas si loin pour l'oublier. Cet incendie de la Médina qui a coûté la vie à 9 enfants amène aujourd'hui à reposer la problématique de la mendicité. Cette marche, nous l'avons organisée contre l'oubli. Nous disons qu'il y a un grand pas qui s'est fait par rapport à la protection de l'enfant. Des pas de géants sont faits par rapport à la mendicité des enfants. Pour les maires de la localité où s'est déroulé le drame, beaucoup d'autorités ont fait des promesses qu'elles n'ont pas tenues. Ça me rappelle aussi les engagements que le président avait pris ici et qui, par la pression des marabouts, a su reculer, ce qui n'était pas normal. Donc je pense que nous, en ce qui nous concerne, nous, collectivités locales, on a créé 2 villages du tout petits pour au moins faciliter l'apprentissage du Coran à la Médina. Mais on continue de dire non à l'exploitation sauvage des enfants. Les réseaux des journalistes pour la protection des enfants ont porté le combat pour la modernisation des daras. Mais nous faisons la pression. Si le gouvernement, à travers les renseignements généraux, les caméras, sait qu'il y a des acteurs qui sont avec son projet de loi, il peut être amené à le voter. Mais si personne ne bouge dans un pays, il n'y aura rien du tout. Aujourd'hui, dans quelques temps, si les députés votent et si les collectivités locales avec qui nous travaillons continuer à s'engager, vous verrez qu'il y aura des changements. Le 2e anniversaire de l'incendie de la Médina a réuni plusieurs autorités politiques, religieuses, mais également des responsables syndicaux de l'enseignement, ceci pour se remémorer de la tragique mort de ces 9 enfants. Vous l'avez certainement vu dans les images, cette manifestation a vu la participation du député et président de la coalition Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, qui d'ailleurs compte porter le plaidoyer à l'Assemblée nationale pour la modernisation des daras. Heureusement, il y a une loi qui est en cours d'élaboration et qui sera un outil juridique important pour permettre au peuple sénégalais de se débarrasser définitivement de l'exploitation des enfants. Au niveau de l'Assemblée, nous attendons la loi. D'abord, nous sommes déjà dans l'élaboration de cette loi. Et quand la loi viendra, nous allons l'améliorer autant que faire se peut pour permettre à notre pays d'avoir une loi forte qui puisse protéger notre jeunesse de l'exploitation par des soi-disant maîtres coraniques. De la partie également, Mme Martargui de l'ONG Jamra qui pense qu'au-delà des maîtres coraniques, il y a aussi la responsabilité de l'État. Voilà, nous excusons, c'est quelques problèmes techniques. Ce jeudi 12 mars, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne doit se rendre à l'Assemblée nationale pour aborder avec les députés les questions d'actualité comme promis lors de sa déclaration de politique générale. Un face-à-face vivement apprécié par les députés. Le Premier ministre et son gouvernement seront désormais devant la représentation nationale tous les mois. Des questions d'intérêt national et international seront abordées selon Abdoumou. Pour ces passages, un procédé a été bien défini. Le groupe majoritaire Benno Bokk Yakaar a droit à 10 questions. Le groupe des libéraux et démocrates a droit à 3 questions et les non-inscrits, 1 question. Ce qui fait un total de 14 questions, dont 3 minutes pour le député qui pose la question et 5 minutes pour le ministre qui va répondre. Le Premier ministre, en dernier lieu, aura 10 minutes pour répondre aux questions des présidents du groupe parlementaire. Cette décision de la conférence des présidents de l'Assemblée est saluée par Modou Diagne Fada. Le président du groupe parlementaire libéral a précisé par ailleurs que le gouvernement a finalement répondu favorable à la demande incessante des parlementaires de l'opposition qui ont toujours interpellé le gouvernement à travers des questions orales. Je crois que c'est important que cette tradition parlementaire française qui devrait permettre à l'opposition de mieux s'opposer, qui devrait aussi permettre au gouvernement de montrer qu'il maîtrise ces sujets, que cet exercice puisse se répéter tous les mois. Modou Diagne Fada estime toutefois qu'un suivi est nécessaire. Quand le Premier ministre et son gouvernement se déplacent à l'Assemblée nationale, donnent des réponses au peuple sénégalais, l'Assemblée doit se donner les moyens de suivre l'exécution. La première rencontre entre gouvernement et parlementaire est prévue le 12 mars.
Merci à Fatou Abdoulaye Fall. Mamadou Massali reste en prison après sa liberté provisoire annoncée à grande pompe. Le procureur de la République a interjeté appel et voilà le libéral qui reste dans sa cellule. Dans le cadre de son programme Warsa Député, le mouvement Y en a marre s'est rendu hier à Rufisque, une occasion qu'ont saisi les populations de cette localité pour interpeller de manière directe le seul parlementaire qui s'est présenté sur les problèmes de cette commune. Et par ailleurs, les Y en a marristes ont dénoncé les discours polémistes entretenus par les hommes politiques. Cher Amity Diansek. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Si le problème de la mendicité a perduré jusque-là, c'est parce qu'il y a eu une attitude injuste de la part des autorités consistant à vouloir en imputer la... Voilà, nous nous excusons pour ces quelques couacs techniques. Sur l'international, en Côte d'Ivoire, le procès en assise de près de 80 proches ou sympathisants de l'ancien régime touche à sa fin. Mardi 3 mars, le parquet général a présenté ses réquisitions, des réquisitions bien plus légères que l'acte d'accusation, comme vont s'attacher à le dire les avocats de la défense qui plaident ce mercredi. Parmi les leaders politiques proches de Laurent Gbagbo, c'est son épouse et son fils qui pourraient être condamnés aux plus lourdes peines. Le parquet en a fait requis 10 et 5 ans de prison contre Simone et Michel Gbagbo pour notamment constitution de bande armée. Leurs avocats dénoncent un délit de patronyme et affirment que c'est la preuve que le pouvoir a peur du retour de Simone Gbagbo en politique. Sport, l'ex-sélectionneur national Alain Giresse n'en finit pas de solder ses comptes avec le Sénégal. Il est encore revenu sur la gestion de ses joueurs dans la tanière. Beaucoup d'observateurs ont été à la base de son échec. Alain Giresse, que je propose de suivre. On ne peut pas ignorer tout d'un coup des joueurs qui sont là, qui sont présents, plus que présents et qui permettent à l'équipe de se qualifier. Et tout d'un coup, c'est là que ça devient compliqué, parce qu'ils ont démontré qu'ils avaient des qualités et que tout d'un coup, éventuellement, vous les mettez de côté parce que les autres reviennent. C'est pas ça qui permet Et les autres disent « Ah, mais moi je reviens, comment je joue pas ?» Vous voyez. Et ça, c'est des situations qui sont là et qu'il faut gérer. Ça reposait sur rien. C'est de l'excès. C'est de l'excès, c'est de l'irrespect, c'était tout, quoi. C'est la fin de ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. C'est toujours un plaisir pour nous de vous servir. Et l'info en continue sur la Saint-TV, la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mambendia et Ahmed Aïdara vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, restez avec votre capsule. Bonne journée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal.